Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'algorithme du simplex phase 1. Pour un problème sous forme canonique pure avec les contraintes ax un peu égale à bx positif, on peut trouver facilement une solution de base réalisable, bien sûr dans le cas où b est positif. Pour cela, on met notre problème sous forme standard et on obtient ax plus e égale à b avec e une variable d'écart. Une solution de base réalisable évidente va être x égale à 0 et e égale à b positif. Cependant, pour un problème sous forme standard, il n'y a pas toujours de solution de base réalisable et évidente. On va considérer un problème linéaire sous forme standard qui s'écrit maximiser z égale à c transpose x avec la contrainte à x égale à b, x positif. Bien sûr, dans ce cas-là, on ne va pas supposer que la matrice est de plein rang, ni qu'il existe bien des solutions réalisables. Pour obtenir une solution de base réalisable initiale, ou bien dire que l'ensemble réalisable est vide, on va utiliser un problème linéaire auxiliaire associé à des variables artificielles supplémentaires. Ce problème auxiliaire, il s'écrit minimiser W égale la somme des SI, I variant de 1 jusqu'à n, avec AX plus S égale à B, X positif et S positif. Un problème linéaire P admet une solution de base réalisable si et seulement si le problème auxiliaire associé à ce problème-là admet, lui, une solution de base réalisable optimale. Et en plus, on doit avoir S égale à 0 et W minimal égale à 0. Ce résultat, il va nous permettre d'obtenir une solution de base réalisable si elle existe. Pour cela, on applique l'algorithme du simplex au problème auxiliaire. Deux cas possibles, soit W minimal égale à 0, soit W minimal est différent de 0. Dans le cas où W minimal est différent de 0, on dit que l'ensemble réalisable P est vide. L'ensemble réalisable de P est vide. Et dans le cas où W minimal est égal à 0, nous obtenons deux cas. Premier cas, aucune variable artificielle n'est de base. Dans ce cas-là, on passe à la phase 2 directement, mais en éliminant les colonnes associées aux variables artificielles. Dans le deuxième cas, où il reste des variables artificielles dans la base, on dit que notre base est dégénérée. On a dans ce cas-là les contraintes liées à ces variables artificielles vont être des contraintes redondantes et on passe à la phase 2 en éliminant à la fois les lignes et les colonnes associées à ces variables artificielles. En pratique, on affecte une variable artificielle SI à chaque contrainte I de type somme des AI JX J supérieur ou égal à BI avec BI positif ou bien aux contraintes somme des AI JXJ égale à BI avec BI positif. Cependant, pour les contraintes de type somme des AI JXJ inférieur ou égal à BI ou BI positif, ce n'est pas nécessaire car la variable d'écart qu'on va utiliser ici pour trouver la forme standard va jouer le rôle d'une variable artificielle ici en se positionnant comme variable de base. On va voir ça sur des exemples. Premier exemple, on considère le problème de maximisation de z égale à x1 plus 2x2 avec 2x1 moins x2 inférieur égal à 1, 2x1 plus 3x2 supérieur égal à 6, moins x1 plus 2x2 inférieur égal à 1, x1 et x2 positif. Premier point, on va essayer de trouver la forme standard en ajoutant des variables d'écart. Ici, E1, E2, E3 sont positifs. Puis, on va introduire notre problème auxiliaire. Comme vous pouvez le voir, ici, on va minimiser W égale à S2 seulement parce que nous ajoutons seulement une seule variable artificielle qui concerne la contrainte numéro 2 qui pose problème. Puisque S2 égale 6 moins cette quantité-là,
Alors, S2, c'est 6 moins 2x1 moins 3x2 plus E2. Or, W, c'est S2. Donc, W est exactement 6 moins 2x1 moins 3x2 plus E2. On remplace la quantité correspondante à W dans le problème auxiliaire pour obtenir le problème que vous avez devant vous. Maintenant, reste à résoudre ce problème auxiliaire-là par la méthode du simplex. On va utiliser la méthode du simplex avec les tableaux réduits. On sait que E1, S2, E3 sont des variables de base. Nous les écrivons ici. Les autres variables étant des variables hors base, ils sont écrits de ce côté. Alors, nous obtenons le tableau que vous avez devant vous. Ici, ce tableau-là n'est pas optimal du fait qu'il y a ici des coûts hors base qui sont strictement négatifs. Rappelons que nous sommes en train de minimiser W. Comme variable d'entrée, le minimum entre moins 2 et moins 3 étant moins 3, donc ma variable d'entrée, c'est x2. Alors, pour trouver la variable de sortie, nous ajoutons la colonne des quotients qui est là, Q. Alors, je vais diviser 1 par moins 1, c'est pas possible. 6 par 3, ça me donne 2. 1 par 2, ça donne 1,5. Le minimum entre ces deux-là étant 1,5, donc ma variable de sortie, c'est E3. Le pivot est ainsi égal à 2. Alors, après calcul, on trouve le tableau qui suit. Le tableau suivant aussi n'est pas optimal. Regardez ici, il y a toujours une valeur qui est strictement négative. Alors, par cette valeur-là, nous obtenons que x1 est la variable d'entrée. En ajoutant la colonne quotient, 3 sur 2 sur 3 sur 2, ça donne un 1. 9 sur 2 sur 7 sur 2, ça donne 9 sur 7. Et ici, ce n'est pas possible du fait qu'ici, il y a une valeur négative. Le minimum entre ces deux-là étant le 1, donc E1, c'est la variable de sortie, et le pivot, c'est 3,5. Après calcul, nous obtenons le tableau que vous avez devant vous. Ce tableau-là étant optimal, regardez, les valeurs, les coûts hors base que vous avez devant vous ici sont strictement positifs, sont supérieurs ou égaux à 0. Donc, mon tableau est optimal. Remarquez que le W ici étant égal à 1, ça veut dire que W est différent de 0. Et si le W est différent, le W minimal est différent de 0, on vient de dire que l'ensemble réalisable, dans ce cas-là, l'ensemble réalisable du problème initial va être vide. Donc, on ne peut pas trouver de solution de base réalisable initiale pour le problème P. Passons maintenant à l'exemple 2. On considère le problème P où on maximise un Z exactement égal à 10x1 moins 4x2 moins 11x3 avec 2x1 moins x2 plus x3 supérieur ou égal à 2, 2x1 plus 3x2 moins 2x3 inférieur ou égal à 3 avec x1, x2, x3 positif. Avec les variables d'écart, nous obtenons la forme standard que vous avez devant vous. Après, on va passer au problème auxiliaire. La première contrainte, c'est elle qui pose problème, donc on va ajouter une variable artificielle ici. La deuxième contrainte ne pose pas de souci, donc ce n'est pas la peine d'ajouter une variable artificielle dans la deuxième contrainte. Alors, du fait que S1 est exactement égal à 2 moins cette quantité-là, ça veut dire que S1, c'est 2 moins 2x1 plus x2 moins x3 plus E1. Et puisque W, c'est exactement égal à S1, ça donne que W, c'est 2 moins 2x1 plus x2 moins x3 plus E1. Remplaçons la valeur de W dans le problème auxiliaire pour obtenir le problème que vous avez devant vous. Maintenant, reste à résoudre ce problème. Pour l'étape 1, nous avons déjà, donc pour commencer, nous avons le tableau que vous avez devant vous, S1 et E2 étant les variables de base, X1, X2, X3, E1, les variables hors base. Alors, comme variable d'entrée, le minimum entre moins 1 et moins 2 étant moins 2. Variable d'entrée, c'est x1. Pour la variable de sortie, nous divisons 2 par 2, ça donne 1. 3 par 2, ça donne 3,5. Le minimum entre 1 et 3,5, c'est en 1. Ça nous donne que S1, les variables de sortie, et que le 2 est le pivot. Après calcul, nous obtenons le tableau que vous avez devant vous et heureusement, ce tableau-là est optimal. Regardez, les coûts sont supérieurs ou égaux à 0.
Nous remarquons aussi que W égale à 0. Ça veut dire que l'ensemble réalisable du problème initial n'est pas vide. Aussi, on remarque qu'au niveau des variables de base, il n'y a pas de variable artificielle, il n'y a pas le S1. Ça veut dire que nous allons passer vers la phase 2 directement sans aucun souci. Le problème P admet comme solution de base réalisable x1 égale à 1, x2 égale à 0, x3 égale à 0, e1 égale à 0 et e2 égale à 1. Et dans ce cas-là, là, une solution de base, une solution réalisable du problème P étant 1, 0, 0, regardez, 1, 0, 0. Je vais la noter égale à 1. Passons maintenant à la phase 2 du simplex. Concernant la phase 2 du simplex, je vais revenir un petit peu en arrière pour bien expliquer. Pour la phase 2 du simplex, on va éliminer cette colonne et éliminer cette ligne. Qu'est-ce qui va rester? Ça va rester variable de base x1, e2, le x2, le x3, le e1 et le b. Revenons ici. C'est ce que j'ai mis là. Il reste à ajouter le moins z. Ici, je ne connais pas les valeurs exactes qui sont ici. Je vais mettre alpha, bêta, gamma et lambda et je vais essayer de les chercher. Pour déterminer alpha, bêta, gamma et lambda, il faut rendre nul les coûts réduits des variables de base, ce qui est assez logique. Cependant, je sais que z, c'est 10x1 moins 4x2 moins 11x3. Et je sais aussi que x1 est une variable de base, ce qui veut dire que je dois annuler le coût de x1. Pour cela, la nouvelle ligne 3, ça va être la ligne 3. Regardez ici, le z, c'est au niveau de la ligne 3. Donc, ça va être la ligne 3, qui est exactement celle-ci, moins 10, la ligne 1. Pourquoi la ligne 1? Parce que le x1, il se trouve sur la ligne 1. Donc, moins 10, la ligne 1. Concrètement, ça me donne z égale à 10x1 plus 4x2 moins x3 moins 10, la quantité que vous avez là. Alors, d'où vient cette quantité? Revenez en notre tableau, la ligne 1, c'est exactement, c'est comme ça qu'on doit la lire. x1 moins n demi x2 plus n demi x3 moins n demi e1 moins 1. Regardez, c'est ça ce que j'ai mis ici. Nous obtenons que z, c'est 2x2 moins 16x3 plus 5e1 plus 10. Et dans ce cas-là, on déduit que alpha, c'est 9, bêta, c'est moins 16, gamma, c'est le 5 et le lambda, c'est moins 10. On va remplacer alpha, bêta, gamma et lambda par leurs valeurs respectives dans le tableau précédent pour obtenir le tableau que vous avez devant vous. Maintenant, on va passer à la phase 2 du simplex et essayer de trouver la solution optimale si elle est unique ou l'ensemble des solutions optimaux si la solution optimale n'est pas unique. Alors, comme variable d'entrée, je regarde les coûts hors base qui sont strictement positifs. Je vois ici que j'ai un 9, j'ai un 5. Le maximum entre les deux, c'est le 9. Donc, la variable d'entrée, c'est le x2. Pour trouver la variable de sortie, je vais ajouter une colonne de quotient. Donc, je vais diviser 1 par moins 1 demi, pas possible. 1 par 4, ça me donne 1 sur 4. Donc, 1 sur 4 est le seul que j'ai là. Donc, E2, c'est la variable de sortie. Et le 4, c'est le pivot. Après calcul, je trouve le tableau que vous avez devant vous. Je regarde est-ce qu'il est optimal. Je vois qu'il n'est pas optimal du fait qu'il reste une valeur ici qui est positive. Cette valeur-là va nous permettre de trouver la variable d'entrée qui est exact, qui est E1. Concernant la variable de sortie, ça, c'est pas possible. Et ici, 1 quart sur 1 quart, ça donne un 1. La variable de sortie étant le x2. Et le pivot, c'est 1 sur 4. L'étape suivante, elle nous donne le tableau que vous avez en face de vous. Et on voit bien que ce tableau-là est optimal du fait que les coûts sont inférieur, strict inférieur ou égal à 0. Je vois bien que x1, la solution optimale, x1 égale à 3 demi, x2 est nul et x3 est nul, avec un z max égal à 15. Comme solution de base réalisable optimale, j'ai x1 égale à 3 demi, x2 égale à 0, x3 égale à 0, e1 égale à 1 et e2 égale à 0.
ce que j'ai mis là. Comme solution optimale, c'est le 3 demi 0, 0. Troisième et dernier exemple. On considère le problème P où on maximise 2x1 plus 3x2 plus x3 avec x1 plus x2 plus x3 inférieur ou égal à 40, 2x1 plus x2 moins x3 supérieur ou égal à 10, moins x2 plus x3 égal à 10, x1 positif, x2 positif, x3 positif. Donc j'ai utilisé ici une contrainte inférieure ou égale, une contrainte supérieure ou égale, une contrainte d'égalité. On voit bien que la contrainte, donc les B sont tous positifs, on voit bien que la contrainte d'inégalité, ça ne va pas poser de souci, mais les contraintes supérieures ou égales et les contraintes d'égalité, on doit utiliser dans ces contraintes-là des variables artificielles après avoir mis le problème sous forme standard. Alors, pour la forme standard, on va ajouter des variables d'écart ou bien soustraire des variables du surplus. Ici, c'est une variable d'écart et ici, une variable du surplus. Alors qu'ici, on n'ajoute rien parce que c'est déjà avec égalité. On va introduire notre problème artificiel, notre problème auxiliaire, pardon, avec des variables artificielles. Ici, on utilise S2 et S3 et ici, on va dire que W, c'est S2 plus S3. Du fait que S2 c'est 10 moins cette quantité et S3 c'est 10 moins l'autre quantité, nous obtenons que, que S2 c'est 10 moins 2x1 moins x2 plus x3 plus E2 et que S3 c'est 10 plus x2 moins x3. Alors en faisant la somme, ça nous donne un W exactement égal à 20 moins 2x1 plus E2 qu'on va remplacer dans le problème auxiliaire pour obtenir le problème que vous avez devant vous. Notez que S2 et S3 sont positifs. Comme variable de base, pour le problème, pour notre premier tableau, comme variable de base, nous avons E1, S2 et S3 que vous avez devant vous ici. Donc, les variables de base étant E1, S2, S3. Les variables hors base, c'est X1, X2, X3 et E2. Comme variable d'entrée, nous avons un seul élément qui est strictement négatif. Donc, variable d'entrée, c'est x1. Pour la variable de sortie, je vais diviser 40 par 1, 10 par 2 et 10 par 0, c'est pas possible. Ça nous donne 40 et 5. Le minimum entre 40 et 5 étant 5. Donc, la variable de sortie, c'est S2 et le pivot, c'est le 2. Après calcul, nous obtenons le tableau que vous avez devant vous. On voit bien que ce tableau-là n'est pas encore optimal, du fait qu'il reste un élément qui est strictement négatif ici, ce qui permet de dire que x3 est la variable d'entrée. Pour trouver la variable de sortie, on va diviser cette colonne-là par celle-ci. 35 sur 3 demi, ça donne 70 sur 3. 5 sur moins 1 demi, c'est pas possible. Et 10 sur 1, ça fait un 10. Le minimum entre 10 et 70 sur 3 étant 10, ça permet de déduire que S3 est la variable de sortie et que 1 est le pivot. Après calcul, nous obtenons le tableau que vous avez devant vous. Ce tableau-là est optimal. Regardez, les coûts sont positifs. Aussi, W égale à 0. Ça veut dire que l'ensemble réalisable du problème initial n'est pas vide. On remarque aussi qu'au niveau des variables de base, il n'y a ni S2 ni S3. Ça veut dire qu'on va passer directement vers la phase 2 du simplex en éliminant cette colonne et cette ligne. La solution de base réalisable initiale qu'on a trouvée, c'est x1 égale à 10, x2 égale à 0, x3 égale à 10, avec E1 égale à 20 et E2 égale à 0. Alors, la solution réalisable initiale de P, c'est 10, 0, 10, qu'on va appeler A. Passons maintenant à la phase 2 du simplex. Pour la phase 2 du simplex, nous avons notre première partie du tableau et nous devons ajouter une ligne du Z avec ici alpha, bêta et lambda qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va essayer de trouver. Pour déterminer alpha, bêta et lambda, il faut rendre nul les coûts réduits des variables de base. Revenons à notre Z. On sait que Z, c'est 2x1 plus 3x2 plus x3. Et on sait que x1 et x3 sont des variables de base. Ce qui veut dire que je dois donner le coût de x1 et le coût de x3. Pour cela, la ligne 4 où se trouve le z,
la nouvelle ligne 4 va être l'ancienne ligne 4 qui est celle-ci, moins 2 fois ce coefficient, moins 2 fois la ligne 2. Regardez où se trouve x1. x1 il se trouve sur la ligne 2, moins la ligne 3. Où se trouve le x3? Il se trouve sur la ligne 3. Donc ici, ça nous donne cette quantité-là. Et concrètement, ça donne z égale à 2x1 plus 3x2 plus x3, moins 2 fois. Et regardons la ligne 2, c'est x1 plus 0x2 moins z demi e2 moins 10. Concernant la ligne 3, c'est x3 moins x2 plus 0e2 moins 10. Donc, on va juste remplacer ce que j'ai fait là. Ça nous donne un z égale 3x2 plus e2 plus 30, ce qui fait que alpha, c'est 3, bêta, c'est 1, et lambda, c'est moins 30. On va remplacer alpha, bêta et gamma et lambda, pardon, par leurs valeurs respectives dans le tableau pour obtenir le tableau que vous avez là. On remarque ici que le tableau n'est pas encore optimal du fait qu'il y a ici des éléments qui sont positifs. Et dans ce cas-là, comme variable d'entrée, on va choisir le maximum entre les deux. Le maximum étant le 3, ça permet de dire que x2 est la variable d'entrée. On voit bien ici. Pour la variable de sortie, on va diviser cette colonne-là par celle-ci. 20 sur 2, ça fait un 10. Ici, c'est pas possible. Ici, c'est pas possible. Donc, nous avons une seule valeur, ce qui permet de déduire que 1, c'est la variable de sortie et que 2, c'est le pivot. Après calcul, nous obtenons le tableau que vous avez devant vous. On voit bien que ce tableau-là est un tableau optimal du fait que les coûts sont négatifs. Donc, la solution de base réalisable optimale, c'est x1 égale à 10, x2 égale à 10, x3 égale à 20, e1 égale à 0, e2 égale à 0, avec un z max égal à 70. Une solution réalisable optimale, c'est 10, 10, 20. Je vais l'appeler A. Cette solution n'est pas unique. Regardez, au niveau des coûts hors base, il y a un 0 qui est là. Donc, ça veut dire il y a d'autres solutions optimales autres que la solution A. Alors, pour les trouver, il faudrait effectuer une itération supplémentaire du simplex avec comme variable d'entrée celle dont le coût réduit est nul. Regardez, celle qui a le coût réduit nul est ici, donc c'est la variable d'entrée, c'est E2. Comme variable de sortie, on va diviser B sur cette colonne-là. 10 sur un quart, ça fait 40. Celle-ci, c'est pas possible. Et celle-ci, ça donne un 80. Les minimums entre 40 et 80, c'est 40. Donc, x2, c'est la variable de sortie. Le pivot étant 1 sur 4. Alors, le coût il ne va pas changer du fait qu'ici, c'est déjà un 0. Donc, dans le deuxième tableau, je vais toujours trouver moins 2, 0, moins 70. Donc, les deux solutions, la première solution que j'ai trouvée A et la seconde solution que je vais trouver plus tard vont avoir la même valeur de Z maximal. C'est ce que je trouve ici après après une itération. Donc, E2, c'est 40, X1, c'est 30, X3, c'est 10, E1, c'est 0 et X2, c'est 0 avec toujours un Z maximal égal à 70. Alors, la solution de base réelle optimale associée à cette nouvelle base, c'est ce que je viens de dire, c'est x1 égale à 30, x2 égale à 0, x3 égale à 10, E1 égale à 0, E2 égale à 40 et Z maximal égale à 70. Je vais noter la solution réalisable optimale. Exactement, c'est B, c'est 30, 0, 10, 30, 0, 10. Et l'ensemble des solutions optimales, ça va être le segment entre A et B. Donc, A et B étant les extrémités de ce segment-là. Merci pour votre attention et à très bientôt.